Bonjour et bienvenue au podcast de la Fondation Modus, le podcast qui interviewe les acteurs et les actrices du Grand Genève pour mieux comprendre comment décarboner le secteur de la mobilité à l'horizon 2050, mais aussi pour réimaginer à quoi cette mobilité pourrait ressembler. Et aujourd'hui, nous allons pour ce premier épisode du podcast définir la différence entre mobilité et transport, étudier le contexte spécifique du Grand Genève et souligner quelques solutions prometteuses afin de présenter la vocation de la Fondation Modus qui soutient ces solutions. Pour faire ceci, j'ai le plaisir de discuter avec Guillaume Drevon. Guillaume Drevon est docteur en géographie sur les questions de mobilité quotidienne et rythme de vie et a travaillé sur différents contextes transfrontaliers. Finalement, Guillaume est le directeur de la Fondation Modus. Bonjour Guillaume et bienvenue au podcast. Bonjour. Écoute, merci de prendre un peu de temps. On va passer sur beaucoup de sujets. Donc avant de se lancer sur tout ça, tu as fait ta thèse et tu t'es consacré depuis plus de 12 ans sur ces thématiques de la mobilité et des transports, autant collectifs qu'individuels. Donc avant de se lancer, peut-être que tu peux nous décrire ce que tu englobes par mobilité et ou par transport. Alors, c'est pas la même chose. C'est souvent la tension. Effectivement, il y aurait un domaine des transports, il y aurait un domaine de la mobilité. Les transports, on va dire que c'est la notion ou le concept qui est le plus ancien. C'est-à-dire que la question du transport, au sens de son organisation, de son aménagement, en fait, elle a commencé à avoir on va dire, ses lettres de noblesse à partir de après-guerre, en fait. C'est-à-dire, notamment aux États-Unis, on s'est commencé à se dire, il faut qu'on puisse planifier ces fameuses highways. Ouais. Et donc, il a fallu mettre en place tout un corpus méthodologique, à la fois de collecte de données, de prévision de trafic, qui a donné un petit peu naissance à ce qu'on appelle les transports et ou la socio-économie des transports, c'est-à-dire la question de comment les personnes choisissent leurs itinéraires, comment elles choisissent leur mode de transport. Et la mobilité, c'est un peu plus tardif. La mobilité, comme concept, on va dire, académique, arrive à la fin des années 90, début des années 2000, où en fait, on se rend... oui, si tard que ça. Ouais, c'est assez fou, tardif. okay. Ouais. En tout cas, commence à être vraiment populaire, quoi, à partir de cette époque-là, sous l'impulsion d'un certain nombre de travaux qui lient notamment mobilité spatiale au sens de franchissement de l'espace et mobilité sociale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la capacité à se mouvoir, à se déplacer dans l'espace et dans le temps, était aussi associée à la capacité à capter certaines ressources qui sont liées au travail, c'est-à-dire d'aller pouvoir se déplacer loin pour travailler, on peut avoir un meilleur job. Et donc, on peut capter plus de ressources, et c'est aussi un ensemble d'aptitudes qui permettent de découvrir le monde, d'autres cultures, etc., etc. Et en fait, cette mobilité-là, elle prend encore en compte, on va dire, la question de la socio-économie des transports, mais elle commence à être un petit peu plus, avec plus de tiroirs, quoi. Donc, il y a la question des aptitudes au déplacement, la question de l'accessibilité, la question aussi des inégalités sociales. Et en fait, va s'attacher en fait à la notion de mobilité toute une série de travaux et de recherches qui vont pendant au moins une dizaine d'années être très populaires dans le cadre de la recherche et qui en parallèle finalement, notamment, je pense, c'est pas mal venu par les questions d'accessibilité, notamment au niveau des politiques publiques, commence justement entre 2000 et 2010 vraiment à sédimenter dans les politiques publiques. C'est-à-dire que c'est à cette époque-là que les politiques publiques commencent à parler de mobilité, donc en y associant à la fois les aspects, on va dire, de désenclavement de certains quartiers sur l'idée de captation de ressources, intégration via l'emploi, etc. Donc on va décloisonner un certain nombre de quartiers en renforçant l'accessibilité par les transports publics, donc il y a cette dimension-là. Il y a la dimension aussi de l'accessibilité pour les personnes handicapées, en se disant, en travaillant sur le renforcement de leur mobilité, on va les aider à être plus incluses dans la société. Et peut-être, après, plus tard, est venue les questions, on va dire, de mobilité liées à la question, on va dire, de tout ce qui est santé au sens large, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'arrive un petit peu l'intérêt, je pense à partir des années 2010, un peu partout en Europe, la question des mobilités actives. Donc mobilité piétonne, mobilité vélo, etc. En faisant la démonstration qu'il y avait un intérêt pour le collectif, c'est-à-dire moins d'émissions, mais aussi un intérêt pour les personnes, avec un gain supplémentaire de qualité de vie. Donc ça, c'est un petit peu Mais les transports restent fonctionnellement importants, notamment dans les dynamiques de planification,
qui restent tout à fait, pertinents aujourd'hui, et notamment qui ont permis justement le développement d'un certain nombre d'infrastructures de transport. Mais les deux notions sont à la fois jumelles, mais c'est pas là, on parle pas tout à fait de la même chose. Les transports, c'est quoi? C'est le hardware et le software, c'est la mobilité? On peut dire ça, c'est-à-dire que le domaine des transports, c'est la gestion on va dire des flux, Ouais. si on devait résumer, tout en intégrant quand même une dimension de choix, c'est-à-dire que notamment dans la modélisation en transport, on a ce concept qui est central d'utilité, c'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que les personnes choisissent leur mode de transport si elles ont une utilité, alors soit d'ordre économique, c'est-à-dire qu'elles ont un gain d'argent dans leur choix de transport, ou qu'elles ont un gain de temps, c'est-à-dire qu'elles gagnent du temps. Mais ça s'arrête grosso modo là, en fait. Une question d'optimisation. D'optimisation, voilà. D'optimisation, de faire le plus court chemin, essayer de faire le meilleur transfert modal, etc. Ça, c'est vraiment la question centrale des transports. Après, il y a toute une série de méthodes, d'écoles différentes. Et puis, la question de la mobilité, elle va plutôt s'occuper au raisonnement par voisinage, c'est-à-dire je fais un petit peu comme font mes parents, comme font mes amis, etc. Ça, c'est vraiment de la sociologie au sens un peu strict, plutôt des questions d'interaction. Mais il y a aussi toutes les questions, on va dire, d'accès, quoi. D'accès à la ville, c'est-à-dire se soucier du fait que les personnes, indépendamment de leur position sociale ou de leur position résidentielle, ont un accès garanti quelque part à l'ensemble des ressources urbaines. Donc ça, c'est vraiment le champ des inégalités qui est extrêmement important. Et puis après, il y a tout ce champ autour des parcours de vie aussi. C'est-à-dire, il y a aussi un champ qui est important, mais qui renvoie en fait à la sociologie des parcours de vie, c'est les biographies de mobilité. Ce qui est un des éléments les moins connus, je pense, dans le domaine notamment de l'action publique, c'est comment les personnes... Enfin, on voit que les personnes changent de comportement à différentes étapes de leur vie, en matière de mobilité, en matière de choix. Quand on est étudiant, quand on travaille, quand on est parent, etc., etc. Quand on part à la retraite, etc. Ouais. Donc il y a toute une série de... On voit des sauts statistiques dans l'usage, etc., des différents modes de transport, mais c'est assez encore mal documenté, quoi. Et ça, on est vraiment sur une perspective qui est non pas hardware, comme tu l'évoquais, mais qui est vraiment sociale, quoi. C'est-à-dire changement social, changement de cadre de vie, changement de composition familiale, dans les différents sens, avoir des enfants, se séparer, donc on va changer nos modes de transport en fonction de ça aussi. Et donc ça, c'est vraiment le domaine de la mobilité au sens large. Et qu'il faut évidemment connaître si on veut faire des politiques justes, à savoir où intervenir, quand intervenir, pour quelle personne, pour quel parcours de vie, quoi. Exactement. Je pense qu'un des grands enjeux, en fait, l'action publique, elle est parfois, elle essaye d'agir le plus également possible, donc avec des tactiques, on va dire, d'action publique qui sont assez, réparties de manière le plus égale possible sur toutes les populations. Mais on se rend compte quand même, en tout cas ce que montrent notamment les recherches académiques, c'est qu'en fait on aurait meilleur temps parfois d'agir de façon un peu plus ciblée. C'est-à-dire, et c'est un petit peu je pense la position de la Fondation Modus, c'est-à-dire d'aller tester sur des populations, des contextes particuliers, des expérimentations, donc des POC, on appelle ça, en se disant, tiens, si on... Voilà, des proof of concept. Ouais. Et puis dire, voilà, en fait, si on accompagne cette population de telle manière, on a plus d'efficacité, contrairement à celle-ci qui est un peu plus résistante, etc. Et donc, ça nécessite, en fait, de construire donc des méthodes d'expérimentation qui sont, qui sont adaptables, interchangeables. C'est un peu l'idée de se dire, avec ces populations, on arrive à faire ça, ça fait bouger de temps la part modale, donc c'est intéressant. Par contre, avec la population voisine, ça va être un peu plus compliqué. Et en s'équipant, effectivement, en ayant connaissance de tout ce hardware, comme tu évoquais, qui est absolument fondamental, j'en fais pas une critique, bien au contraire, mais tout en équipant ce hardware avec du software, c'est-à-dire l'ensemble des concepts et approches qu'on a en sociologie et qui vont prendre en compte tous ces différents facteurs, parcours de vie, genre, inégalité de revenus, inégalité de position résidentielle, inégalité d'aptitude à se déplacer, etc., etc. Et ça va permettre finalement d'avoir une démarche beaucoup plus, chorégraphique, avec le changement, quoi. Et qui est tout à fait particulier dans son soin aussi, parce qu'il y a la question du soin qu'on peut aussi évoquer sur les questions de mobilité, c'est-à-dire que
notamment cet accès à la ville, si on veut le soigner correctement, il faut faire en sorte d'être le plus inclusif possible. Et pour être inclusif, il faut connaître toutes les particularités des différences. Ouais, c'est vrai que quand on présente ça comme ça, il y a le transport et ou mobilité, si on essaye de les fusionner ensemble, c'est un phénomène socio-spatial. Il structure nos modes de vie. Il y a une relation très forte entre aménagement de territoire et mobilité et transport. On peut penser également à des chaînes d'approvisionnement au niveau global. On peut penser aussi, comme tu disais, les disparités sociales. Du coup, c'est vraiment plein de facettes, plein de couches. Enfin, comment toi, tu vois, quand tu dois aborder, par exemple, tu étudies un nouveau territoire, quelles sont un peu les différentes facettes ou les différentes couches auxquelles tu dis, OK, il faut que je fasse attention à celle-ci, et comment elles s'interpénètrent ou comment elles se croisent, quoi. Moi, je trouve la figure que tu apportes, qui essaye des couches, ou des layers du géographe Ouais. que je suis. Ouais, bah oui, voilà. Ouais, effectivement. Ouais, non, ça, c'est un des points importants, je pense, de la géographie. Apprendre à faire des cartes, en fait. Ouais. Quand tu apprends à faire des cartes, t'as comment dire, tu prends connaissance d'un certain nombre de couches. Alors bon, t'as la première, c'est le relief. Ensuite, t'as l'hydrographie. Ensuite, t'as les couches bâties, etc., etc. Et t'as raison que quand on approche un nouveau territoire sur des questions de mobilité, il faut tenir compte de toutes ces couches. La question qui se pose, surtout quand on fait de la mobilité, c'est les polarités, en fait. Et on voit bien que, notamment sur les contextes transfrontaliers, qu'on discutera un peu après, mais en fait, sur un territoire, moi, là où je vais être le plus attentif, au-delà des questions de relief, des questions d'hydrographie, du bâti, etc., c'est un peu les forces en présence, quoi. C'est-à-dire, dans le champ de la géographie, il y a une approche qui a été assez forte pendant très longtemps, c'est la question des modèles gravitaires, en fait. Le modèle gravitaire en géographie, en fait, c'est assez bête, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'approche newtonienne pour dire, en fait, face à une configuration spatiale, donc on a des plus grosses fortes polarités, donc les polarités, c'est en termes de nombre d'emplois, de nombre d'habitants, ce qu'on appelle les pôles émetteurs-récepteurs notamment, on va voir quels sont les plus lourds, donc ceux qui ont la plus grande capacité, a priori, à capter du trafic. Enfin, faire en sorte qu'il y ait des gens qui arrivent et qui repartent. Donc ça, je pense que c'est la première chose auquel je vais attentif. Donc c'est des points. Donc le géographe, il va dire, c'est un semis de points dans l'espace, avec différentes propriétés, de force, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qui est important à comprendre quand on est géographe et qu'on s'occupe de mobilité, c'est comment ces points sont reliés. Alors ça, c'est la deuxième chose la plus importante. Donc c'est là qu'on rentre plutôt dans les questions de transport avec la question du réseau. Donc en fait, ces relations entre polarités, en fait, elles vont avoir différentes qualités. Donc alors, déjà, il y a la question du débit, c'est-à-dire la largeur un peu du tuyau, quoi, entre les polarités. Et on va en revenir plus tard. Si on dimensionne des infrastructures de transport de plus en plus larges, on va rajouter encore une ligne pour essayer d'enlever écouler la circulation. On réalise qu'on permet à plus de circulation de voitures. Enfin, c'est exactement ça. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il y a une autre propriété qui est importante, c'est le modal split. Enfin, la part modale. La part modale, ou en tout cas les types d'infrastructures que vont offrir ces relations entre les points. C'est-à-dire que, est-ce que ça va être de la route, 2x3 voies? Est-ce que ça va être du chemin de fer? Est-ce que ça va être au contraire du digital avec une très bonne connexion, etc., etc. Est-ce que c'est une voie de covoiturage sur une infrastructure routière? Et en fait, ce qui va être le plus important à la lecture du territoire, ça va être cette organisation-là. Donc des polarités, des points, et puis des relations. Et après, le troisième enjeu, c'est la manière dont ces points et ces relations sont utilisés en vrai, quoi. C'est-à-dire que parfois, on a fait le pari d'aménagement du territoire qui allait restructurer complètement. Par exemple, un des paris les plus importants, je pense, ça doit être toute la question de mettre toutes les zones commerciales en périphérie. Ouais. Ça, c'est d'une autre époque. Mais on y est encore, c'est-à-dire qu'on en a hérité de ces choses-là. Et donc, c'était bien l'idée là, c'est-à-dire de dire, voilà, on veut avoir moins de trafic en ville, on a besoin d'espace commercial pour faire du développement économique, pour
pour satisfaire les besoins d'un modèle consumériste, etc. Donc on va faire des grandes entités qui sont en périphérie et qui vont être reliées par des infrastructures de transport qui étaient des infrastructures de transport autoroutières, en utilisant la voiture, quoi. Et ça, je pense, c'est une des actions de dépolarisation, c'est-à-dire des commerces du centre-ville vers l'extérieur, qui a été le plus forte au XXe siècle. Ça, c'est en enjeu. Après, on a, comme autre exemple, les zones pavillonnaires, les zones villas. Ce qu'on a appelé à l'époque la transition urbaine, c'est-à-dire qu'on est passé d'une ville à pied, donc, où la métrique, alors la métrique, je pense, c'est quelque chose un enjeu qu'on peut discuter aussi. On est passé de la métrique pédestre à la métrique automobile. Donc, ça a complètement bouleversé l'organisation des territoires. Et d'autant plus, ces relations dont je vous parlais, c'est-à-dire des pôles, des relations par des lignes structurantes, etc. Et donc, ça a bouleversé la manière aussi dont les personnes utilisaient ces pôles et ces différentes relations, en fait. Parce qu'en effet, si imaginons que la métrique c'était marcher à pied, les pôles vont être écartés, ou en tout cas les gens vont s'agréger là où il y a un pôle, et on va prendre 1 heure de marche au maximum, alors qu'une heure de voiture, ça va être 50 km en plus, quoi. Donc, tout à fait, ouais. Ça structure évidemment fondamentalement le... Bon, il y a un point, enfin, il y a un concept clé là, qui est là-tout, c'est la conjecture de Zahavi. Donc je pense que je laisse les personnes se documenter, mais grosso modo, c'est ça que je parlais d'une heure. Voilà. Donc, cette fameuse heure moyenne qui est encore valable, plus ou moins, mais quand même valable, effectivement, elle a été... en fait, on a changé de mode de transport, et donc on a eu des gains de vitesse, et donc ça a ouvert les horizons résidentiels et d'activité, en résumé, quoi, à des distances beaucoup plus lointaines, en fait, en restant dans cette heure de déplacement quotidienne, quoi. Donc ça, c'est vraiment le moteur qu'il y a derrière, effectivement. Mais on s'imagine évidemment que tout le reste, enfin, une fois que la vitesse change et que l'heure reste la même, les distances, c'est elles qui prennent un grand coup dedans, quoi. Ouais. Donc, évidemment, toi, tu as parlé de ces différentes couches. Moi, dès que je pense à ces couches, je vais penser par exemple à des couches de flux, tu en as parlé, mais ça va être aussi des flux énergétiques, des flux de béton, des flux de métaux, etc., etc. Et d'un autre côté, ce qui bouge pas. Donc, tu en as parlé, l'infrastructure, le bâti, les rails, les voitures elles-mêmes, quand elles se déplacent pas, parce qu'elles passent un maximum de temps non déplacées, ces fameuses voitures. Donc voilà, on est dans cette nouvelle mouture, on se trouve dans les années 2020, à cette charnière où, voilà, on a vu l'essoufflement, peut-être que les gains d'accélération qu'on a eu par la voiture, en tout cas, sont largement essoufflés aujourd'hui. Et on voit que cette accélération, cette grande accélération, comme on l'appelle depuis la Seconde Guerre mondiale, a eu des répercussions tant environnementales, sociales, mais aussi dans nos modes de vie, quoi. Oui. Donc, si on doit se dire, ok, on est dans un monde où la voiture est prépondérante, ceci est fait pour plein de raisons, mais aussi notamment à cause des infrastructures qui ont été présentes, la multipolarité, etc., etc. Un des moyens de se dire, c'est qu'est-ce qui est si grave, ou quelles sont les conséquences de ça. On a parlé à l'instant du coût. Tu en as parlé aussi avant. Tu as parlé aussi de la pollution de l'air. Il y a la pollution au niveau climatique. Quand tu réfléchis à comment faire une transition de mobilité, quels sont les points négatifs que tu regardes, vers quel point positif doit-on aller? Alors, question est excellente, quoique un peu large. Bon, le premier truc, comme on l'a évoqué avant, c'est qu'on hérite aujourd'hui d'un modèle d'urbanisme et d'organisation du territoire qui n'est pas durable. Ça, c'est le premier truc. C'est hyper basique de dire ça, mais c'est important de le redire. Il n'est pas durable parce qu'il s'appuie sur, en fait, la mise en mouvement d'objets mécaniques notamment, et de poids qui sont basés sur la puissance pétrolière. Donc ça, c'est un truc qui est absolument fondamental à comprendre et à garder en tête. C'est-à-dire ce qu'arrive à déployer 10 millilitres d'essence en termes d'énergie, c'est absolument incroyable, et c'est là-dessus qu'on a basé nos modèles de ville. Le problème, c'est que nos villes,
elles ont... Alors, moi, j'avais un prof que j'aimais bien à l'Institut de géographie alpine à Grenoble qui s'appelle Yves Chalas. Et une fois, il m'avait dit, tu sais, Guillaume, en fait, la ville, elle se renouvelle, ou en tout cas, elle se restructure d'1% par année. Ok. Donc, si on voulait transiter une ville à 1% par année, avec, donc une forte politique publique de transformation, etc., il faudrait au moins 100 ans pour vraiment tout réorganiser. Donc, en fait, c'est pas possible. Aussi pour la question, bon, toi, t'es un spécialiste de ça, mais aussi pour la question des flux physiques, quoi. C'est-à-dire, tout démolir, tout reconstruire, en fait, c'est impossible. On n'y arrive pas non plus. Bon. C'est peut-être une aberration également, quoi. C'est une aberration, ouais. C'est une aberration, infaisable techniquement, mais c'est ce qu'on a peut-être suggéré pendant quelques décennies, au moins les 3 dernières décennies, sur le renouvellement urbain, on a appelé ça, hein. Donc un peu partout en Europe, notamment en France, il y a une politique de destruction, de reconstruction, qui a été intéressante d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on a un peu cassé des grands ensembles, etc. Mais par contre, sur l'idée d'un renouvellement urbain dans la visée d'une ville durable, on n'est pas forcément dans ces objectifs-là. Donc il faut faire avec ça. Alors comment faire avec ça? C'est la question qui se pose. Alors, donc, on sait qu'en matière d'infrastructure, c'est-à-dire que... Alors, en fait, on a 3 grands leviers, hein. C'est simple, c'est d'un côté les infrastructures, donc le choc d'offres, c'est-à-dire quand il y a du flux, il y a beaucoup de voitures, etc., on met une ligne de chemin de fer. Ça, on est des grands spécialistes en Suisse pour faire ça. On a fait ça à Genève avec le Léman Express, donc c'est un succès. Ensuite, il y a le changement de comportement, c'est-à-dire faire en sorte que les gens switchent vers d'autres modes de transport, etc. Et après, le troisième, c'est donc il y a le avoid, c'est éviter, improve, c'est améliorer, shift, c'est changer. Donc avoid, c'est télétravail, grosso modo, donc éviter de franchir l'espace. Une sobriété de déplacement, quoi. Sobriété de déplacement, franchissement de l'espace. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, quand les personnes télétravaillent, il y a 2 phénomènes qui arrivent souvent, soit elles s'éloignent d'un point de vue résidentiel, donc finalement quand elles viennent les quelques jours sur le lieu de travail, en fait elles compensent largement, voire elles font plus de kilomètres, souvent en voiture, et puis quand elles sont en télétravail chez elles font des activités autour de chez elles, donc elles rentrent dans ces 1 heure de sa vie, donc je sais pas, il y a un truc anthropologique, faut qu'on sorte de chez soi, quoi. Il y a un moment dans la journée, on peut pas rester enfermé, voilà, donc on sort faire des activités. Donc, si c'est en mode doux, ça va, si c'est en voiture, voilà. Donc voilà, il y a ça, donc c'est pas parfait. Sur le improve, on améliore, donc là c'est choc d'offres, alternatif à la voiture. Donc là c'est du ferroviaire, c'est du transport lourd, etc. Mais après il peut y avoir du choc d'offres sur des mobilités un peu plus légères, on y revient. Et puis après il y a le shift, quoi. C'est-à-dire faire en sorte que même si la ligne de transport à côté de chez soi, elle est pas dingue d'un point de vue qualité de service, etc., organiser sa vie pour éviter de prendre son véhicule individuel motorisé. Ou apporter des compléments. Donc ça, c'est quand même les trois grosses façons de faire. Et puis la question, c'est de trouver la bonne équation entre ces 3 approches. Après, il y a toute une limite, il y a tout un univers de contraintes autour de ça. Bon, la première, c'est le financement. Si on veut faire du improve, ça coûte cher. On sait bien que la mobilité, c'est pas un secteur qui est rentable. La mobilité, c'est un secteur qui est largement subventionné. Donc ça, c'est le premier point de contrainte. Le deuxième point de contrainte, c'est la volonté. C'est-à-dire de bousculer complètement... Alors c'est pour ça que moi je parle beaucoup de rythme, c'est que de changer de comportement modal, ça implique de bouleverser sa vie souvent. Notamment en termes de rythme de vie. Déménager ou changer de taf, enfin... Voilà. Alors il y a des trucs un peu radicaux, c'est-à-dire effectivement changer de lieu de travail, quand on a un prêt sur le dos, une maison, etc., des enfants, faire face à l'avenir qui est parfois incertain aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pas la priorité numéro 1, quoi. Déménager, si on reprend quelques lois un peu qui ont fait figure, on va dire, de proue au cours de ces dernières décennies. Il y a la loi d'Alonso, donc qui dit que en fait les tarifs de l'immobilier ils sont les plus chers au centre-ville et ils sont de moins en moins chers quand on va à les périphéries. Déménager, ça a un coût en direct, mais aussi sur le long terme. On n'a pas toutes et tous la possibilité de se payer un beau logement, etc. Et puis après, il y a la question qui est question, on va dire,
économique à la fois au niveau collectif, au niveau individuel, et puis il y a toute la question des imaginaires. C'est-à-dire que l'imaginaire d'une mobilité qui serait plus sobre, plus en proximité, etc., c'est pas un imaginaire qui est partagé par toutes et tous, loin de là. Sachant que derrière tout ça, il y a quand même un certain nombre de lobbies, un certain nombre de grandes entreprises avec des emplois, etc. Le champ de la mobilité, j'ai pas les chiffres, reste documenté, mais pour les constructeurs automobiles, pour les constructeurs d'infrastructures, etc., il y a quand même un enjeu. France, je pense que c'est 10%, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Tout secteur transport confondu, quoi. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'absolument massif, qu'on peut pas bouger de façon brutale, du jour au lendemain, etc. Après, il y a toute la question de l'encouragement. Ça, c'est un des points qu'on essaye de... Donc là, c'est peut-être... On n'est plus dans le avoid, improve, shift. C'est comment... C'est les dynamiques qu'on peut mettre à l'œuvre pour justement bouger. Alors, si on dit qu'on n'a pas assez de tout pour faire de l'infrastructure, c'est compliqué de faire bouger les gens sur leur lieu de travail, leur lieu de domicile, donc les trucs un peu structurels de la vie, il nous reste un peu ce shift, quoi. Et donc, comment on amène les gens à faire ça? Donc, il y a plusieurs... Alors, il y a des possibilités économiques. Alors, soit on fait les transports gratuits, ça c'est une façon de faire. Ça a été fait par exemple au Luxembourg, là où j'ai fait ma thèse, on a mis les transports gratuits. À ce stade-là, on a assez peu de retour, on ne sait pas bien si ça a vraiment fonctionné. Ça reste encore à documenter. Il y a quelques villes en France, etc., où il y a certains succès, mais on n'est pas encore tout à fait certain que c'est vraiment la solution ultime. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que, donc ça, c'est vraiment de l'encouragement. Voilà, on met les transports gratuits. Il y a la question de la récompense, c'est-à-dire, alors il y a un enjeu aujourd'hui, moi qui suis un cycliste quotidien quasiment, c'est vrai que des fois, quand on circule, on est un peu des héros, quelque part. Un peu ce sentiment-là. La récompense et la médaille quand tu arrives au travail. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est-à-dire que c'est une forme de mobilité qui est active, qui est engageante, etc. Mais peut-être que, en fait, qui implique des changements de vie, etc., de comportement, peut-être ça vaudrait la peine de récompenser ces gens-là. Je prêche pas pour ma paroisse, mais... Un petit jus d'orange en arrivant au taf. C'est-à-dire d'engager des systèmes un peu de récompense, des bonnes pratiques, etc. C'est pas l'idée de la croquette pour le chien, c'est vraiment l'idée de confirmer que cette pratique-là est intéressante à la fois pour soi et pour la planète. Ça, c'est ma position sur les mobilités actives. Ça, c'est l'encouragement. Et puis après, il y a un autre univers qui a deux polarités. C'est la contrainte. Elle peut avoir plusieurs formes. Ça veut dire, par exemple, retirer les places de stationnement au lieu de travail. Le problème, c'est qu'on est face parfois à des entreprises, des PME, qui vont avoir la position de dire « Ouais, mais moi, si j'ai pas de place de parc, mes collaborateurs, ils viennent plus, en fait. » Ou ils négocient ça systématiquement dans l'engagement. Donc ça, c'est un enjeu. Donc là, on rentre dans des choses assez concrètes. Ensuite, il y a faire payer extrêmement cher le stationnement en centre-ville. Donc peut-être c'est une bonne idée, mais après, le problème, c'est que ça crée des inégalités. Comme le péage urbain, on met un péage urbain, mais on revient sur nos problèmes... Alors là, on revient vraiment sur la mobilité, comme on a évoqué au début. On arrive sur des aspects plutôt d'inégalité. Après, il y a les aspects potentiellement fiscaux, c'est-à-dire faire de la récompense, ou en tout cas défiscaliser sur les impôts sur le revenu, par exemple, si on a des bonnes pratiques de mobilité, mais ça implique des questions de traçage. Donc voilà, il y a toute une série à chaque fois de blocages. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver le bon dosage entre les manières d'agir, mais par contre, le truc qu'il y a, et qui est absolument fondamental dans l'action qu'on doit engager aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est que la roue tourne très vite, la montre tourne très vite. Quand on voit un petit peu les projections en termes de réchauffement climatique, ce que ça implique, les implications, c'est-à-dire que là on est à 1,5 degré de mémoire, il faudrait peut-être vérifier, on y arrive bientôt, on y sera avant 2030, on est à 1,2 je crois en ce moment. Par année, cette année je pense qu'elle va être plus chaude, mais voilà. Ouais, voilà. Bon, en tout cas il y a un emballement, clairement on est des années, on bat des records chaque année à plus haute fréquence, donc ça c'est l'indicateur. Et donc quand on voit les implications à chaque palier, et en plus qui sont souvent pas revues à la baisse, mais en tout cas sous-estimées, etc., et des choses qu'on avait prévues qui arriveraient en 2035, et puis qui sont là, quoi. Donc les méga-feux, toute une série de choses. Et en fait, là où on est certain, c'est qu'il faut agir vite.
Alors, ça veut dire que l'infrastructure, par exemple, lourde, à très grande échéance, bah en fait, c'est pas la bonne solution. Donc ça, on met de côté. Pas pour l'urgence maintenant. Par C'est-à-dire rapport à que l'urgence maintenant. pour dans Si- 20, 30, 40 ans. Voilà, si on veut rentrer dans nos objectifs qui sont 2030-2050, l'infrastructure où elle pourrait être efficace et peut-être déjà dépassée à partir du moment qu'on commence à la planifier, à la conceptualiser, en fait, elle ne rentre pas dans notre cahier des charges en termes de timing. Mhm. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, ce qui nous reste, c'est le soft. Donc, le soft, alors, ça veut dire, effectivement, travailler sur ce changement d'imaginaire, ce shift, etc., en apportant de l'improve. Mais de l'improve pas lourd, c'est-à-dire, il faut éviter de sortir forcément les tunneliers qui coûtent des budgets incroyables et qui demandent cette planification à long terme. Il faut penser du malléable, du souple, de l'adaptable. Et donc là, on rentre assez vite, finalement, dans des solutions en fait de mobilité qui sont pas ultra technologiques, qui sont pas des drones volants, qui sont pas des choses qui sont en cours de préparation dans les laboratoires. On rentre sur des choses qu'on sait faire et qu'on sait bien faire. Et qu'est-ce qu'on sait bien faire ? Qu'on a déjà fait par le passé très bien. Qu'on a fait par le passé très bien. Donc c'est là que vient, et ça c'est un peu, je pense, ma position en tout cas au sein de la Fondation Modus, c'est qu'en fait, faut pas forcément compter sur des technologies qui sont en développement ou en test, qui font soit l'objet d'une thèse de doctorat, soit d'un programme de recherche, qui sont en laboratoire, qui sont même pas encore, on va dire, commercialisés, ou en tout cas, on n'a même pas résolu la question de l'industrialisation pour arriver d'un coup d'un seul et solutionner et nous ramener dans notre agenda. Donc faut stimuler ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire et à grande échelle. Donc on arrive assez vite sur le tramway, voilà, qui notamment sur notre territoire est en plein essor. On arrive assez vite. Qui a disparu. C'est drôle parce que voilà, dans beaucoup d'endroits, il a existé, il a disparu pendant 30-40 années par les lobbies, des fois a été acheté par les lobbies automobiles pour être mis de côté, et puis, enfin bon. Ah ouais, non, mais c'est... Du coup, en fait, on s'apprête à... Enfin, on a commencé déjà depuis longtemps, notamment à Genève. On réinvente la roue. Mais là, il faut agir dans une perspective à long terme, cette fois. C'est-à-dire que planifier en fonction de ça. Donc, on arrive vite au tramway, au bus, au trolleybus, au vélo. Et le vélo, ce qui est intéressant avec le vélo aujourd'hui, c'est qu'il a atteint un niveau technologique et de malléabilité qui est absolument incroyable. Grâce notamment aux technologies d'assistance électrique, etc. C'est-à-dire que là, on est face à un objet qui est capable aujourd'hui, potentiellement avec des vélos, par exemple cargo, un peu pointus, de transporter des palettes de 250 kg. Donc là, on est face à un objet qui a été... Alors, ça dépend des endroits en Europe ou dans le monde, mais grâce à cette technologie de transformation et de malléabilité du vélo, on est face à un objet qui peut apporter une solution assez massive. Pas sur des grandes distances, on est d'accord, pas sur, des dénivelés incroyables, etc. Quoique, avec l'assistance électrique, on arrive à des choses intéressantes. Mais là, il y a quand même un espoir. Intéressant aussi parce que il rentre dans ce on peut appeler vraiment le soft, c'est-à-dire que le vélo, vous pouvez le mettre en dernier kilomètre, vous pouvez le mettre en rabattement depuis le domicile sur un lieu structurant, une interface de transport, vous pouvez le mettre en partage, vous pouvez le mettre en station, en libre service. Enfin, il peut adopter des formes extrêmement différentes. Et puis, l'objet vélo cargo, il peut s'adapter aux différents corps de métier. Il y a déjà des PME qui réfléchissent, on va dire pas les PME qui sont attachés forcément à la maçonnerie, parce que là on est quand même sur des gros volumes lourds, etc. Mais par contre sur l'électricité, sur la peinture, sur des corps de métier qui travaillent sur des petits objets. Et à partir de là, on peut peut-être construire effectivement des alternatives assez fortes. Donc ça, c'est plutôt les questions de l'artisanat, mais ça marche aussi dans le domaine de la famille. Parce que un des enjeux, notamment de la voiture, souvent, c'est quand on habite en ville, les enfants. Etc., Là, on a le deuxième qui arrive, là, ça devient compliqué en vélo, donc on achète une voiture, etc., etc.
En fait, on se rend compte que les qualités proposées par certains vélos cargo aujourd'hui Ouais. sont équivalents à ceux d'une voiture, quoi, pour faire des Il y a les déplacements. longtails, il y a ceux avec devant la grosse benne, enfin... Il y a toute une série de choses, on peut mettre des remorques. Ouais. Donc il y a quand même autour de ce véhicule-là, il y a un espoir qui est en train de se tisser. Il est intéressant le vélo aussi parce que il garantit une certaine liberté au même titre que la voiture. Et ça, Oui. c'est un des points On a absolument le forts. porte-à-porte, on sait combien de Exactement. temps ça va prendre, on ne doit pas attendre C'est les ça. transports en public. Ouais. Après, donc ça, c'est plutôt un discours d'une personne qui a une perspective plutôt urbaine. Ouais. D'accord ? Bon. Il y a aussi un des freins que j'ai pas évoqué tout à l'heure, qui est toute la question de la captivité. Alors, la captivité... Si on retourne au pôle, Voilà. etc. Ouais. Donc on retourne au... Et la captivité, c'est qu'en fait, malgré le déploiement d'infrastructures de transport, malgré le déploiement d'offres de bus, etc., en fait, il y a toute une série, toute une part de la population qui est captive de l'automobile, qui ne peut pas faire sans. Comme ça. C'est-à-dire que c'est des personnes qui... bon, l'exemple typique, ça a été les Gilets jaunes. Des personnes avec des niveaux de revenus relativement modestes, qui habitent dans des zones périphériques ou rurales, où la voiture, moi je suis issu de ces zones-là, c'est-à-dire où la voiture est absolument indispensable. Le premier truc qu'on fait à 18 ans quand on habite dans ces zones-là, c'est passer son permis de conduire. On l'a déjà à 18 ans, oui. On l'a déjà à 18 ans, oui, on l'a déjà à 18 ans. En tout cas, c'est prévu bien en amont, etc. Et en fait, ces territoires-là, malgré ce discours que j'ai eu pendant 10 minutes là sur le vélo, etc., on aura toujours de la peine à les capter. Alors, c'est pas pour autant que c'est qu'on va pas s'en occuper, ou c'est pas que c'est pas une fatalité non plus, quoi. Voilà. Donc il y a des choses quand même à faire. Il y a toute la question du partage, c'est-à-dire les questions de covoiturage. Ça, c'est un enjeu. Alors le covoiturage, il est intéressant, mais il a quand même souvent de la peine à prendre, parce que alors par exemple en France, en Suisse ça prend pas du tout. Je pense pas mal parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt évident à faire du covoiturage, parce que le premier driver du covoiturage, notamment Blablacar, c'était l'économie. C'est-à-dire que face à la concurrence, face par exemple au train, effectivement, c'est beaucoup plus rentable de prendre Blablacar, etc. On a moins ce cas en Suisse, parce que le litre en fait, de carburant rapporté au niveau de revenu, ou l'inverse, il en reste encore tout à fait accessible, donc il n'y a pas d'enjeu, en tout cas économique, à faire du covoiturage. Par contre, dans certaines zones, on pourrait faire du covoiturage. La question, c'est l'organisation de ça. C'est-à-dire que d'avoir des lignes structurantes qui nous permettent, clairement identifiées dans l'espace public, où on a une certitude d'avoir des covoitureurs à des prix relativement accessibles, entre ces fameux pôles, même s'ils sont de taille moins grande, il y a un enjeu quand même. Mais au-delà de ça, au-delà du covoiturage, il n'y a pas grande alternative, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas investir dans des lignes ferroviaires, par exemple, dans des zones où il n'y a pas de demande. Il faut être assez cohérent. Mais il y a d'autres solutions à trouver. Il y a peut-être quand même un réinvestissement des pouvoirs publics dans ces espaces-là. Et peut-être, il y a une solution technologique qu'on n'évoque pas toujours, mais ou du moins qu'on a un petit peu laissé de côté. Bon, il y a eu espèce de boom du véhicule autonome vers 2015, donc toute une série de recherches, de travaux, de discussions autour du véhicule autonome. Et donc, on avait l'impression qu'en 2020, on serait tous en autonome, voilà, et là, ça a capoté. C'est ça. Ouais, en fait, on s'est rendu compte que pour le déploiement d'infrastructures, Smart City ou Smart Grid, pour avoir un véhicule autonome, efficace, surtout safe, c'est tout ça l'enjeu du véhicule autonome. Il y a quand même cette discussion autour du choix, c'est-à-dire quand un véhicule autonome se retrouve face à un petit chien ou une personne sur laquelle elle va aller, quoi. C'était quand même ça un des gros enjeux à l'époque. Bon, ça n'a pas été résolu, mais par contre, un véhicule autonome, guidé par infrastructure dans des espaces, périphériques ou ruraux, serait intéressant, parce qu'on sait très bien que le retrait des bus, par exemple, dans ces espaces-là, il est attaché au coût du chauffeur, en fait. Et donc, peut-être que là, il y a un enjeu à appliquer. Donc, c'est un peu
les choses que je vois par rapport à ces types d'espaces-là, où on a ces formes de captivité. Dans ce que tu dis, en gros, je ressens un peu deux éléments, deux leviers, ceux qu'on enlève et ceux qu'on rajoute. L'exnovation, l'innovation, si on veut. On enlève de la voiture, on rajoute du vélo. On enlève de la vitesse, on rajoute, je sais pas, de la convivialité, comme dirait Illich, que sais-je. Et puis, il y a ce côté ralentissement qui, de toute façon, si on regarde l'aspect 2023-2030, qui est propre au rythme, qui est propre également à tout. Je pense que j'avais interviewé Aurélien Bigot qui disait que la mesure qui avait le plus fait baisser les émissions en France concernant les transports, c'était quand on est passé de 90 à 80. Donc il y a cet aspect de ralentissement, de toute façon ça va être là-dedans. Donc on est resté un tout petit peu dans les airs. Je te propose qu'on redescende sur Terre avec un exemple concret, celui évidemment du canton de Genève, et qu'on se dise, bah tiens, prenons ce cas d'école, comment avec tout ce qu'on a dit, avec toute cette théorie mais aussi toutes ces solutions, qu'est-ce qui peut s'appliquer, qu'est-ce qui existe déjà, vers où on doit aller et où se situe la Fondation Modus. Donc cette deuxième partie, en gros, juste pour donner certains chiffres, tu en avais parlé à un moment, tu avais dit par exemple le coût que génère la mobilité individuelle par exemple. Donc l'Office fédéral du développement territorial, l'ARE, mentionne que le coût externe des transports privés sur la route est estimé à environ 10 milliards de francs suisses annuels. Oui. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Selon la même étude, je pense, la mobilité douce bénéficie, enfin, elle a un bénéfice externe de 1,4 milliard. Donc on voit déjà économiquement ce que ça peut amener. Puis au niveau, émissions, au niveau mondial, on est autour de un quart, disons, des émissions sont produites par le transport. En Suisse, c'est plutôt un tiers. Canton de Genève, c'est entre un quart et un tiers, quoi. Donc, on se situe un peu partout entre le un quart et un tiers. Ça reste quand même, dans certains pays, territoires, le poste d'émission le plus important. Pour le canton de Genève également. Et puis, il y a évidemment cette trajectoire climatique vers laquelle on doit se tenir. Donc, on doit arriver à du zéro carbone en 2050 au canton de Genève. Donc ça, c'est un peu les paramètres qui bornent nos objectifs. Et puis, quelques chiffres importants à donner. Donc, environ 500 000 habitants, 525 000 habitantes et habitants à Genève, et environ 220 000 voitures. Donc, une voiture pour deux, plus ou moins, quoi. Le nombre de personnes qui sont employées en Suisse, au canton de Genève, on est à environ 350 000. Et on va en venir un peu plus tard à ces questions de transfrontalier. Mais est-ce qu'il y a une réaction à chaud par rapport à ces chiffres ? Est-ce que... Après, sur la big picture de notre région, du canton de Genève, et puis, en fait, c'est une des régions les plus dynamiques d'Europe. Dynamique en quel sens ? Économiquement, démographiquement. Donc, voilà, c'est un espèce de chaudron comme ça, à la fois économique, à la fois démographique, à la fois d'innovation, à la fois d'idées. Donc il y a quand même ce contexte-là qui est frappant. Bon, ça, en fait, ça se lie à travers l'augmentation du travail frontalier, ça, je pense, c'est un des gros indicateurs, l'augmentation du nombre d'emplois, la construction de nouveaux logements, en particulier en France voisine, et aussi sur le canton de Genève. Donc on voit les dynamismes qui sont à l'œuvre. Alors, la question, c'est comment on arrive finalement à canaliser un petit peu tout ça pour aller vers des modes de mobilité un petit peu plus durables. Donc il y a des actions qui sont en cours. Alors, je pense sur les grands, les choses qui ont été faites depuis quelques années et puis ce qui est prévu sous le contrôle notamment de l'État de Genève. Mais il y a eu l'arrivée d'un système incroyable qui est le Léman Express et le CEVA. C'est quelque chose, ça a mis un siècle à se faire. C'est quelque chose d'assez incroyable. Alors, il y a deux prouesses, peut-être même trois. Donc la première, c'est faire quelque chose de transnational, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, j'ai fait ma thèse au Luxembourg sur la question de mobilité, donc il y a le même problème. Donc, c'est-à-dire se mettre ensemble avec deux systèmes juridiques différents, des systèmes techniques différents, une devise différente. Donc ça, c'est vraiment le plus grand défi, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment saluer.
Et puis la deuxième chose, je pense, c'est si on regarde un petit peu l'architecture, l'ingénierie qui a été mise autour de ça, notamment sur les différentes gares du CEVA, c'est absolument incroyable. C'est quelque chose, c'est une performance, on va dire, de très haut niveau, avec une fonctionnalité assez incroyable. Donc chaque gare est quand même assez. C'est quelque chose personnellement, que je trouve vraiment très réussi. Et puis je pense le troisième quand même point, c'est le symbole que ça a généré. C'est-à-dire que c'est devenu une attraction. Moi je les vends assez régulièrement, je l'ai fait moi-même dans une autre vie professionnelle, mais ça devient un enjeu de visite. C'est-à-dire qu'on vient voir les gares du Léman Express, on vient voir l'Aix, alors notamment les collègues français, toujours, parce qu'il y a cette idée en France de faire ces RER métropolitains, donc qui s'en est un, donc on vient voir comment on a fait le Léman Express, etc. Et donc cet imaginaire attaché autour de ce réseau de transport est, je pense, absolument fondamental, notamment pour emmener le canton et puis plus largement le Grand Genève vers sa transition. Et je pense que ça, c'est un pas absolument incroyable. Après, le deuxième clou qui a été enfoncé, ou qui en passe de l'être, c'est la question du tram. C'est-à-dire le tram est devenu transfrontalier à Annemasse, va l'être à Ferney, va l'être aussi à Saint-Julien, et donc on enfonce de plus en plus de clous vers une transition. Donc on peut dire, en tout cas en termes de transport, d'infrastructure, que y a tout qui montre qu'on va dans le bon sens. Au-delà de ça, il y a encore des trous dans la raquette. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait du soft. Donc il y a plusieurs gros enjeux, je pense, sur le canton de Genève. Donc évidemment, il y a la question des frontaliers, mais on y viendra un peu après. Mais il y a la question du dernier kilomètre dans les zones industrielles, notamment. Ici, on a industrielle de Plan-les-Ouates. Il y a un tram qui est là. Donc on attend encore d'en voir l'évaluation. Donc c'est un autre pas en avant. Mais après, il y a aussi une question de comment on fait le dernier kilomètre, notamment dans d'autres zones d'activité à Genève. Comment on fait en sorte qu'il y ait une discussion autour des places de stationnement dans les grandes entreprises qui sont sur ces zones-là, c'est-à-dire pour ne pas contrarier l'engagement des personnes, mais en même temps les inciter. Donc comment on a introduit dans les entreprises une culture peut-être du covoiturage, une culture du télétravail un peu plus, quand c'est possible, parce que tous les corps de métier ne peuvent pas télétravailler. Et donc autour de là, il y a un certain nombre d'innovations du coup à mettre en place et proposer des choses. Et là, c'est un petit peu aussi une des missions de la Fondation Modus, c'est que dans ces cas-là, l'idée c'est que la Fondation, elle concourt à l'action publique qui est déjà en marche très fortement, et puis qu'on commence à pousser ces petites expérimentations, ces POC. Et donc je pense qu'après, effectivement, le gros dossier qui est propre à Genève, mais qu'on retrouve dans d'autres contextes transfrontaliers, c'est la question des travailleurs frontaliers. Alors ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'effectivement, si on prend le bilan carbone du canton et qu'on le projette, etc., et si on continue à ce rythme-là de déploiement et d'action publique, on peut atteindre ce zéro carbone, ou en tout cas s'en approcher. Par contre, si on fait un bilan carbone transfrontalier et qu'on regarde ce qui se passe dans le Grand Genève, évidemment, ça tire la moyenne vers le bas. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est normal, enfin, je veux dire, ce qui est évident, c'est pour toute ville, si on prend la métropole avec la ville, on inclut ou on exclut les externalités, quoi. C'est ça. Donc c'est le challenge, en fait. Alors, la chose, donc, moi je suis spécialiste, je me vante un peu, mais je connais bien la question transfrontalière, j'en ai fait une partie de ma thèse, et puis de mes activités de recherche ensuite, mais bon, il y a ce différentiel économique qui est là. Donc différentiel économique, ça veut dire, alors effectivement, ce phénomène frontalier qu'on connaît bien, c'est-à-dire c'est double avantage comparatif, moi j'appelle ça. Donc quand vous êtes frontalier, vous bénéficiez d'un salaire plus attractif dans le pays d'à côté, et vous restez dans votre pays de résidence où le niveau du logement est plus bas. Donc vous avez un niveau de revenu qui augmente de façon tout à fait claire. Et donc ça tend à rester effectivement. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de pression parce que sur le logement. Ouais. Donc du coup, on a de la peine à déménager. Donc cette mécanique-là, elle est très connue. C'est la question des différentiels.
Mais ça marche en termes aussi d'allocation, des budgets pour l'aménagement en termes d'aménagement du territoire, mais aussi en termes d'infrastructure. C'est-à-dire que, effectivement, sur le côté suisse, on a un niveau de, si vous reprenez les indicateurs de qualité de desserte de l'arrêt, notamment, vous voyez que là, Genève, c'est en rouge, quoi. Enfin, c'est très bien desservi, etc. Et après, quand vous regardez de l'autre côté de la frontière, on n'a pas le même niveau de qualité d'infrastructure et de service. Et donc, cette cassure transfrontalière, qui commence à être gommée par l'Léman Express, petit à petit, et par le tram, donc on est en train de la réduire, elle reste encore importante et fondamentale. Et donc, à partir de là, le challenge est assez, est certes de grande ampleur, mais il est très clair. Et donc, c'est pour ça qu'il faut amener des solutions qui soient plus soft, parce que du côté France voisine, l'infrastructure telle qu'on la connaît risque de perdurer. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse s'attendre à des grands aménagements ferroviaires lourds, etc. Dans ces zones-là, à un horizon, on va dire, pour 2030. 2030, faut pas s'y attendre, donc faut travailler sur d'autres trucs. Donc, d'où l'intérêt du soft. Donc, covoiturage, structurel, partagé, etc. Vélo, alors il y a un des succès incroyables que je n'ai pas évoqué, mais la voie verte, Annemasse, Genève, c'est un objet incroyable. Incroyable. Ça a eu un succès fou. Voilà, ça continue à être un succès. Je pense que ça a mis beaucoup de gens au vélo, malgré tout, parce que c'est vrai que ce côté protégé, en pleine nature. Donc ça, c'est des succès incroyables à Genève, et qu'il faut poursuivre, en fait, et qui sont pas du tout inatteignables, en fait, et qui peuvent se transposer dans une relation transfrontalière. Après, il y a des choses qui vont être, plus faciles à gérer que d'autres. Par exemple, je pense que le Pays de Gex, notamment Ferney, Prefsaint, etc., s'en va. Saint-Genis-Pouilly, il y a déjà le tram qui... Voilà, là, on va arriver à le gérer, à faire du report modal, etc. Pareil avec le Chablais, avec Thonon-Évian, parce qu'il y a Solex, aussi le couloir jusqu'à La Roche-sur-Foron, etc. Ce qui va être l'enjeu pour ces zones-là le plus important, c'est la relation entre les gares, entre ces gares du Lex, et puis donc toutes ces mesures d'accompagnement, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire comment on arrive à faire du report modal, comment on arrive à mettre des systèmes de bus et de rabattement sur ces interfaces qui sont performantes le plus efficacement possible. Donc tout l'enjeu, il est là, quoi. Mais on a quand même l'épine dorsale. Donc je pense qu'il faut être plutôt positif avec cette approche-là. Et il y a un autre axe quand même qui peut être pensé comme une priorité à mon sens, c'est la relation Genève-Annecy, qui est quand même un couloir autoroutier traditionnel. Et là, il y a aussi matière à innover. Donc, covoiturage reste une bonne idée. Est-ce qu'on fait des lignes dédiées? J'en sais rien. Là, on a matière à travailler assez fortement. Donc voilà un petit peu pour moi les enjeux. Après, voilà, je pense que l'ensemble des acteurs sont au travail, quoi, ce qui fait l'objet d'ailleurs de ce podcast. Et puis, il y a cumulé un certain nombre de succès ces dernières années. Et puis, quand on voit les prochains objectifs, il y a quand même un espoir assez fort d'avancer dans le bon sens, quoi. Peut-être pour illustrer un peu certains de tes propos, on voit par exemple que à l'intérieur même du canton de Genève, la vente des voitures a fortement baissé depuis 1996. On a 10% en moins ou 20% en moins de baisse, et plus de 50% aujourd'hui des voitures vendues sont soit des hybrides ou des électriques. On voit également que les carburants diminuent énormément, la vente de carburant, donc tout semble aller dans le bon sens. Par contre, structurellement, on voit que les émissions par rapport au transport ne baissent pas énormément. Donc là, il y a peut-être quelque chose de... soit parce que les gens vont acheter du carburant autre part, premièrement, soit parce que les voitures deviennent de plus en plus grosses, du coup, même si elles sont moins grandes, elles consomment tout autant. Enfin voilà, il y a aussi quelques effets rebonds, quelques effets plus structurels qu'il faut que nous fassions attention. Et quand on regarde les cartes, on voit que les personnes dans les communes avoisinantes
sont quand même très très motorisés, alors que le centre de Genève, mais aussi le canton de Genève, commence à se démotoriser. Donc je pense que ces dynamiques sont importantes à garder en tête, cette dualité, ces deux pôles que tu mentionnes, ces dynamismes. Et aussi pour donner, donc on a dit 520 000 habitantes et habitants, 350 000 personnes qui sont actives à Genève, et 40% de ces 350 000 qui n'habitent pas à Genève. 10% dans les autres cantons, 30% vers la France. Juste pour avoir quand même des ordres de grandeur en tête. Donc c'est intéressant de se dire cette dualité. Il y a même quelque chose d'identitaire, de se dire j'habite de quel côté, et du coup quel personnage ça fait de moi. Oui. Je suis une personne qui habite dans une zone pavillonnaire avec une voiture, ou je suis une personne citadine qui n'a plus besoin de ça. Donc c'est drôle comment ces éléments-là sont vraiment plus que juste voilà, je prends la voiture ou pas. Les deux peuvent avoir la voiture, mais il y a une identité qui se construit autour de où est-ce qu'on habite, comment on utilise les transports, etc. etc. Oui, alors c'est très bien de cibler ça. Alors moi je pense qu'il y a un truc quand même, c'est que alors déjà souvent on oppose Suisse-France voisine par exemple, en disant que voilà, il y a des comportements qui sont propres aux habitants du canton et d'autres. En fait je pense que c'est assez faux parce que en fait ces relations centre-périphérie qui se traduisent par des comportements et des pratiques de mobilité et de possession de véhicules, on retrouve ça partout. Bien sûr. Dans le bassin parisien, c'est comme ça. À Lyon, c'est comme ça. À Grenoble, c'est comme ça. Enfin, d'autres villes connues, il y a toujours cette relation centre-périphérie. C'est pas forcément propre à des localisations résidentielles. Par contre, quand même, on voit qu'il y a des modes de vie qui sont différents. C'est-à-dire que sur effectivement les cartes qu'on montre là, on voit très bien que y a un style de vie plutôt californien qui va être attaché à la France voisine, qui implique des véhicules, etc., qui renvoie à une identité aussi de réussite sociale. Et puis après, en centre-ville, on va avoir des comportements de dépossession. Donc il y a deux dynamiques qu'il y a là-dessous. C'est qu'effectivement, il y a l'identité. Après, je pense que... Alors ça, je reviens aussi, j'insiste là-dessus, mais quand on revient un petit peu aux indicateurs de l'arrêt sur la qualité de desserte, quand on prend le cœur de Genève, on n'a pas besoin de voiture, clairement. Et puis la voiture, c'est un coût aussi pour les ménages. Si on prend le stationnement en plus, l'assurance, etc., puis le carburant, ça a un coût extrêmement important. Alors qu'on a des solutions en bas de chez soi qui sont tout à fait valables, etc. Et donc je pense qu'il y a effectivement peut-être une opposition identitaire, mais qui n'est pas attachée forcément à la nationalité. Parce que vous êtes dans le pays de Gex, en fait. On peut être tout autant suisse et habiter à Annecy. Et puis tout à fait. Dans le pays de Gex, que je connais assez bien, vers Ferney, Prefsaint, en fait, on a le monde entier qui habite ici, une nationalité. Donc c'est pas propre à être français. C'est aussi, alors c'est propre, à une identité, une relation centre-périphérie qui produit des identités, des façons de vivre, des façons d'être, des modes de vie, des lifestyles, qui vont être souvent qu'on va retrouver ailleurs. Donc ça, c'est pas forcément attaché à la frontière. Par contre, il y a quand même cet effet, là je leur dis, effectivement, c'est plus facile de se démotoriser au centre de Genève quand on habite à Thoiry ou à Gex, quoi. Ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu reconnais, par exemple, quand tu vois le Luxembourg? Est-ce qu'il y a vraiment des aspects uniques par rapport au contexte transfrontalier genevois comparé à celui du Luxembourg? Est-ce qu'il y a des spécificités ou des différences quand on étudie différents contextes? Alors sur les mécaniques de base du travail frontal, etc., on a les mêmes choses, on a les mêmes effets différentiels, pareil en termes d'aménagement du territoire. En fait, ce qui va différencier fortement les deux cas, c'est qu'en fait, l'armature urbaine genevoise, en fait, elle est complètement connectée à l'armature urbaine française. C'est la même ville. Au Luxembourg, c'est différent. Si vous avez deux villes qui sont un peu à cheval ensemble, c'est Audin-le-Tiche et Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, mais c'est pas du tout les mêmes enjeux, pas du tout les mêmes tailles. Là, en fait, quand vous passez la frontière alors, on le voit entre Amby, on le voit au niveau de Ferney et le Grand Saconnet. Enfin, il y a l'aéroport. Là, la plus grande différence, par exemple, entre le pays de Gex et puis le canton de Genève, et puis l'armature urbaine genevoise, c'est l'aéroport. C'est plus ça qui fait frontière que la frontière nationale. Donc en fait, on est quand même dans le même, on habite dans la même ville, quoi.
Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Parce que, en fait, ce qu'on peut jouer, la forte carte de ça qu'on a à Genève, c'est qu'on est quand même dans des formes de proximité frontalière, quand même. Ça, c'est pas rien. Parce qu'au Luxembourg, quand vous habitez à Thionville, vous habitez à Metz, à Trèves, vous avez des distances domicile-travail qui sont quand même énormes. On n'est pas du tout à la même échelle, en fait. Tandis que là, on a un gros atout, je pense, au niveau du Grand Genève, ou en tout cas sa partie imbriquée d'un point de vue urbain, c'est qu'on est ultra voisins. Il y a une proximité forte. Donc, d'où l'intérêt de modes plus légers comme les vélos, d'où l'intérêt du covoiturage sur des distances relativement courtes, un peu de parking relais, du tram. En fait, ce panel de modes-là, qu'on sait bien faire, donc ça je répète, qu'on sait bien faire, qu'on sait organiser, qui sont pas trop lourds, on peut les mettre en place. Donc ça, c'est un énorme potentiel, quoi. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le Luxembourg, où l'enjeu, quand même, c'est de couvrir des distances qui sont vraiment beaucoup plus importantes, quoi. Évidemment, on a parlé des enjeux, on a parlé du contexte, peut-être en quelques mots la Fondation Modus, donc peut-être l'historique, il y a aussi certaines missions qu'on va souligner. Qui est Modus ? Que voulez-vous faire ? Enfin, comment vous vous intégrez dans ce millefeuille d'acteurs et actrices et institutions ? Enfin, quel est un peu votre rôle là-dedans ? Alors, Modus, donc, c'est une fondation d'utilité publique. Ça, je vous renvoie au statut pour voir un petit peu plus les détails juridiques. Alors, Modus, c'est une fondation qui se positionne en soutien de l'ensemble des acteurs. Alors, je vais définir un peu ce que j'entends par acteur, et qui concourt en fait à l'action publique. C'est un peu l'idée. C'est-à-dire, notre position, c'est de donner un peu d'air quand il y a besoin. Donc, donner de l'air, en fait, il y a différentes façons de le faire. Il y a soutenir financièrement, très concrètement, des initiatives, des projets, etc. Il y a aussi d'amener, quand on en est capable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais un peu d'expertise, notamment sur l'aspect un petit peu plus sociologique, un petit peu plus mode de vie, un petit peu plus mobilité. Et puis aussi, si on voit des idées passer au niveau international ou qui nous paraissent intéressantes à proposer, au collectif des acteurs de la transition, on va s'octroyer le droit d'en parler, de dire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Donc ça, c'est un peu les trois missions de base. Donc, c'est-à-dire soutenir concrètement, impulser des initiatives, et puis... produire des connaissances nouvelles. Alors, du coup, ça... Donc là, il y a une autre courroie de distribution qui est là derrière. C'est, pour être bien clair, c'est-à-dire que les projets qu'on va soutenir ou qu'on va encourager, ou en tout cas qu'on va pousser, en fait, le but du jeu... Enfin, nous, on n'a pas de modèle économique. C'est-à-dire que, voilà, on a un mécène, qui est la Fondation Wilsdorf, qui nous donne la liberté, donc ce mécénat nous donne la liberté de pouvoir engager ces missions, mais le return qu'on a, nous, ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est l'évaluation. Et ça, je pense, c'est le mot principal, un des objectifs principaux de la Fondation, c'est évaluer ces projets. Par rapport à quoi ? C'est quoi les métriques différentes ? On a 4 métriques. Donc la première, c'est réduction des émissions. Donc ça, c'est assez classique. Donc, c'est la métrique du CO2, des particules, etc. Chose bien connue. La deuxième métrique, c'est renforcement de la santé. Donc, qui est très lié en fait à cette question d'émissions, mais aussi à travers les mobilités actives, quoi. C'est-à-dire piétons, cyclisme, etc. Renforcer la santé. Renforcer le bien-être, c'est-à-dire d'être dans un environnement de vie, de cadre de vie plus qualitatif, donc qui est moins peut-être encombré par l'automobile, où il y a moins de trafic, donc moins d'accidentologie aussi, moins de bruit. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qualité de vie. Et le quatrième, je pense, c'est vraiment la question de la réduction des inégalités sociales. C'est-à-dire de faire en sorte... Alors, ça revient au tout début de la question de l'entretien. C'est faire en sorte de renforcer l'accès à la ville. C'est-à-dire que toutes et tous aient un accès à peu près égal à la ville, et à ses ressources, quoi, grosso modo, enfin, au territoire, j'entends. Et donc, ça passe par une redistribution un petit peu des cartes en termes d'accessibilité, de solutions de mobilité, etc.
Il y a des choses qui vont être beaucoup plus compliquées, j'imagine, à mesurer, telles que le bien-être, telles que Oui. les inégalités. Et là-dedans, évidemment, vous êtes en collaboration, j'imagine, avec des personnes qui mesurent elles-mêmes et d'autres choses que vous allez faire par vous. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais poser comme question, quelque chose qu'on a tout le temps, qu'on fait face tout le temps quand on fait une transition, quand on est un programme d'appui, c'est comment on sort de la phase plutôt expérimentation à la phase scale-up, à la phase où on y va et puis on voit la différence. Parce que on peut donner des sous sur plein d'initiatives différentes. Chacune d'entre elles va pouvoir peut-être un tout petit peu agir vers le haut, mais à un moment, il va falloir passer le cap, quoi. Alors là, c'est tout le sujet de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va faire... Alors, je vais employer un terme peut-être qui est un peu brutal, mais c'est un peu du darwinisme, quoi. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de tester toute une série de... Alors, c'est dans des domaines très différents, hein. Il y a à la fois des questions de service, donc autour du vélo, par exemple, du covoiturage, question de service. Question d'imaginaire, donc qui serait à faire changer un peu la mentalité des personnes, des questions qui renvoient aussi aux questions informationnelles, c'est-à-dire d'avoir une bonne connaissance de l'offre, etc. Et puis après, il y a des questions qui sont plus autour de, je vais pas dire de la culture, mais en tout cas de changer vraiment c'est encore un peu dans la case imaginaire, mais c'est d'avoir une espèce de culture commune de la transition de la mobilité. C'est un peu ces aspects-là, ces trois aspects, mais qui sont aussi dépendants de ce que nous amènent les acteurs, etc. Donc ça a tendance un petit peu à changer. Et en fait, l'idée, c'est de voir, en fonction de telle et telle action, il va y avoir un impact en termes de changement, ou de shift, hein, grâce peut-être à un improve. Et donc le but du jeu, c'est d'évaluer ça, c'est-à-dire voir à quel point le POC qu'on a avancé, ou l'expérimentation qu'on a fait, a un impact sérieux. Et à partir de là, alors, il y aura des échecs, des choses qui vont pas du tout marcher, des choses qui vont très bien marcher. L'idée, c'est de faire un peu le tri, et en fait, de récolter à la fin, donc c'est pour ça que nous, notre return, c'est ça, de récolter à la fin les initiatives qui ont le mieux marché, et faire en sorte de proposer, donc, alors déjà de les disséminer, c'est-à-dire dire, voilà, il y a cette initiative, elle est super intéressante, parce qu'elle marche à telle et telle condition, avec tel type de partenaire, avec tel type de configuration, donc il faut peut-être la garder, donc disséminer au niveau cantonal, évidemment, mais aussi au niveau national, pourquoi pas en Europe francophone et un peu plus largement. Donc ça, c'est la première idée. Et puis voir après si comment dire, la collectivité, les pouvoirs publics ont envie de se saisir de la solution qu'on a expérimentée, souvent ensemble d'ailleurs. C'est un peu ce que... Quand on concourt à l'action publique, c'est ça, dire, voilà, on a mis ça on a expérimenté tel dispositif, est-ce qu'il sera pérennisé ou pas par les pouvoirs publics? C'est un peu ça l'enjeu qu'on a derrière. Et puis aussi, nous, ce qui nous importe, c'est de soutenir toutes les initiatives qui viennent du bas. Donc associations, donc ça passe par, effectivement, au niveau associatif, par des actions ponctuelles, des actions un peu plus longue durée, de formation à la mobilité. Donc en fait, je parlais tout à l'heure un petit peu de marmite, comme ça, en ébullition, avec plein d'idées au niveau de l'économie, au niveau de l'innovation, etc. Mais aussi au niveau associatif, Genève bouillonne d'initiatives. Et donc nous, on est aussi là pour les soutenir. Et qui peuvent aussi prendre le relais demain, quoi. Quand je parle par exemple avec différentes initiatives, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans la gestion des déchets, le réemploi, etc., au fait, il y a une capacité à partir duquel, il y a un espèce de plafond à partir duquel c'est structurel. Ce n'est pas une petite entreprise, une association, une start-up ou une ONG qui va pouvoir nous faire sortir, entre guillemets, du joug de la voiture ou quelque chose comme ça. Complètement. Ouais. Il y a un moment, un côté infrastructurel, structurel également qu'il faut, et je pense que c'est par un retour en effet d'expérience que vous allez peut-être cibler, que vous allez se dire, ok, je peux aider 5 personnes en même temps, juste en ayant, je sais pas moi, quelque chose, un espace de logistique, ou un espace de fabrication, ou un espace de médias pour les imaginaires, etc., etc. S'il y a 5 médias qui s'emparent la question des imaginaires, peut-être avoir je sais pas, une pièce qui leur permet de tourner, ou que sais-je, quoi. Complètement. Mais c'est pour ça pour répondre, en fait, on est face, moi, il y a un truc qui me frappe toujours avec
la fondation Modus et les échanges qu'on a avec certains acteurs, etc. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est la pluralité à la fois des acteurs et des types de demandes. Ça va de comment dire, l'État de Genève, en passant par la TPG jusqu'à une association, etc., association d'étudiants, etc. Et en fait, pour ça, il faut être assez... Le défi qu'on a, c'est d'être assez... adaptable à ces demandes. C'est pour ça qu'on a imaginé une série de dispositifs. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Oui, mais vas-y, il y a 5 dispositifs. Ouais. Et si jamais aussi, après, avec ces dispositifs, est-ce que tu arriverais, si c'est faisable, de nous partager certaines de ces personnes qui veulent travailler avec vous? Oui. Alors, le premier, c'est le laboratoire. Ça, je pense, c'est un peu le principal. Alors, c'est là où on finance de la recherche. Donc typiquement, on a des choses qui sont en collaboration avec les TPG, avec des choses avec l'État de Genève, et d'autres projets qui vont arriver avec des associations. Enfin, on a une série de partenaires qui sont actifs. Là, les projets sont en cours d'évaluation et d'acceptation pour certains d'entre eux. Recherche, tu veux dire expérimentation pure et dure, ou qu'est-ce que tu veux dire par recherche ? Expérimentation pure. Alors je vais plutôt me définir quand même. Là, on n'est pas dans la recherche fondamentale, comme on a pu le faire par ailleurs. Là, on est dans la recherche vraiment attachée au terrain, quoi. C'est-à-dire qu'on va expérimenter un service, une façon de distribuer la billettique, une façon de tarifer, etc., l'accès à certains modes de transport, etc. Et donc, on va tester sur une période plus ou moins grande, d'ailleurs, l'expérimentation et voir ce que ça donne concrètement à partir d'un panel de personnes qui seront engagées dans l'expérimentation. Et à partir de là, on en tire une évaluation. Ça, c'est le laboratoire. Donc, on est vraiment dans la recherche et développement, quoi. Fait avec les partenaires, etc. Et c'est à l'initiative notamment des partenaires externes qui nous soumettent un projet. Donc, c'est comme ça que ça marche. Après, le deuxième dispositif qui est important, c'est la plateforme. La plateforme, c'est faire en sorte que les acteurs... comme dans beaucoup de corps de métier ou de domaines, la mobilité n'y échappe pas, on agit un peu en silo. Pour des raisons de compétences, c'est-à-dire de compétences notamment publiques, pas publiques, positionnement dans le réseau, etc. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve partout. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas forcément, ou les acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, travaillent ensemble. On n'est pas là pour les forcer, on est là pour les réunir, peut-être faciliter des collaborations. Et donc pour ça, on s'y prend de façon assez simple. On a déployé un événement qu'on appelle les afterworks de la mobilité. Donc qui vient qui veut. Et puis on ouvre ça, et puis c'est l'occasion de parler de sujets un peu qui sont dans l'air, de les faire atterrir à Genève, et peut-être stimuler des collaborations, et puis de se voir un peu toutes et tous le temps d'une soirée aussi conviviale. Donc tu parlais d'Illich tout à l'heure. Nous, à Modus, on essaye d'amener de la convivialité à la fois entre les acteurs, mais aussi dans la manière d'approcher le sujet, parce que la transition, très franchement, c'est quelque chose qui peut être oppressant. Ouais, très technocentré. Voilà, donc il y a cette vision un peu dystopique, en disant voilà vers quoi on va. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'être humain n'aime pas, c'est le stress, donc l'agenda. Et puis le troisième point, c'est que on a l'impression de pas avoir forcément les solutions. Ce qui est assez faux à Genève, donc on a déjà discuté avant, mais donc voilà. Donc l'idée, c'est de se mettre ensemble dans un moment convivial et designer ensemble des projets futurs. Donc ça fonctionne assez bien là. On va voir le deuxième afterwork sur la question de... Donc le premier, c'était sur le tram à Genève. Là, c'est la partie plutôt imaginaire avec la culture du tram, l'histoire du tram, etc. Et puis le prochain, ça va être sur la voiture, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait dans le futur. Donc ça va être un sujet aussi intéressant, peut-être un petit peu plus, discuté, on va dire. On est débattu. Le troisième dispositif, c'est la fabrique des imaginaires. Je pense que c'est le dispositif qui est encore le moins défini aujourd'hui. L'idée, c'est de changer effectivement les imaginaires de la mobilité, donc les représentations, combattre un certain nombre de d'a priori, par exemple sur la voiture typiquement. La voiture, elle est encore qualifiée dans les enquêtes comme efficace, rapide, pratique, ce qui est vrai. Par contre, quand vous êtes dans des niveaux de congestion assez forts, comme on le sait à Genève, c'est pas forcément le cas. Ah oui, la pub de la voiture dans la forêt tout seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, c'est de la fameuse pub du SUV, effectivement, qui est absolument clean, qui est en forêt, où on sort le VTT, qui est clean aussi.
Ça, en fait, c'est pas la réalité de la voiture au quotidien, mais c'est l'imaginaire qu'on peut en avoir, quoi. Donc ça, c'est le troisième dispositif. Le quatrième, c'est la bibliothèque. Alors la bibliothèque, c'est pas un tropisme d'académique qui veut absolument opposer à la Fondation Modus une série de bouquins sur la mobilité, bien qu'on va le faire quand même. C'est quand même génial, enfin. Ouais, on va le faire quand même, ça j'y tiens. En fait, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait des années qu'à Genève, on fait toute une série de mandats, toute une série d'études de faisabilité, toute une série d'enquêtes. C'est incroyable le nombre d'enquêtes qu'on a, mais qui sont un peu, comment dire, dispersées, pas organisées. On sait qu'elles sont là, mais personne n'a vraiment pris encore le temps de les réunir, de les mettre ensemble. Donc ça, c'est un des enjeux de la bibliothèque, c'est de récupérer toutes ces données, etc. Donc la première action là on a un prototype, la première action qu'on va faire avec nos partenaires, ça va être justement de mettre en place une plateforme de données assez basique, assez, comment dire, sans prétention, on va dire, mais qui permettent d'avoir les grands indicateurs. Donc taux de motorisation, kilomètres parcourus par personne, etc., avec une perspective d'évolution pour se donner un petit peu, comment dire, une espèce de boussole, un peu de monitoring de ce qui se passe à l'échelle du Grand Genève. Essentiel pour vos indicateurs de toute façon. Tout à fait. Ouais. On avait laboratoire, plateforme, bibliothèque, fabrique des imaginaires. On était sur le quatrième. Et du coup, cinquième. Alors le cinquième, c'est la plantation. La plantation, elle a vocation en fait à soutenir concrètement des initiatives, qu'elles soient associatives, qu'elles soient privées aussi, c'est-à-dire des jeunes startups ou des personnes qui démarrent dans le domaine de la mobilité et qui nécessitent un petit peu de soutien. Donc ça, on va sans doute y travailler avec des partenaires du milieu, par exemple Fongit, la Fongit qui soutient des startups. On va aussi travailler avec des associations qui ont besoin de soutien ou de locaux, mais aussi des jeunes startups. Et l'idée, c'est à ce stade-là, donc de les soutenir potentiellement avec des financements dans le cadre juridique qui va bien, quoi. Et puis peut-être de leur proposer, donc ça on n'est pas encore au clair, mais un soutien un peu matériel, d'organisations locaux, etc. Et donc cette plantation, elle a vraiment vocation à faire en sorte que toutes les petites pépites, alors, mais qu'elles soient associatives, qu'elles soient événementielles, qu'elles soient de l'ordre de la start-up, etc., ne sombrent surtout pas, quoi. Parce qu'on va avoir besoin d'elles dans les prochains temps, et elles vont être essentielles sur les questions de transition de la mobilité dans une perspective assez soft, comme on évoquait tout à l'heure. Donc, juste pour finir avec quelques exemples, tu as parlé de tarification, tu as parlé de... C'est quoi un peu... Est-ce qu'il y a déjà des projets que tu peux mentionner? Oui, je peux en mentionner une série. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a soutenu dernièrement, on a soutenu par exemple l'exposition sur le tram des TPG, qu'on a accueilli à Tourmillon. Donc ça, c'est une initiative plutôt qui s'oriente vers les imaginaires. On a soutenu aussi la centrale de mobilité de la Ziplo sur la mise en place d'une série d'événements sur le site pour initier aux questions de transition, de la mobilité. On a aussi soutenu le Genève en selle, faire le tour de la Suisse romande. Donc ça, c'est des petites initiatives. Et après, là, on travaille sur des aspects plutôt de récompense de la mobilité avec notamment les TPG, typiquement. On va avoir aussi des questions... alors, on a nos propres projets. Là, on est en train de lancer une enquête... l'enquête Modus sur le Grand Genève pour comprendre à quelles conditions les personnes sont prêtes à lâcher leur véhicule individuel motorisé dans leur pratique. Donc ça, pareil, c'est une enquête qui sera mise à disposition de l'ensemble des acteurs. Et après, on a un certain nombre de dispositifs, pas de dispositifs, mais d'actions un petit peu aussi médiatiques, quoi. Donc, ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Et du coup, voilà. Après, on a toute une série d'autres projets qu'on a en cours, mais qui sont pas encore validés. Mais j'en rediscute bien volontiers quand tout sera bien validé. Donc voilà. Cool. Pour finir, est-ce qu'il y a, je sais pas, tu as parlé de jolies randonnées à vélo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager en termes de mobilité, que ça soit un livre? On a ici le manifeste. Non, mais je pense que ça vaut la peine de parler de rythme un peu. J'en ai pas parlé. Ouais. Est-ce que tu voudrais proposer, par exemple, ce livre pour aller un peu plus loin sur la question des rythmes? Alors oui, on peut en discuter. Peut-être parmi les gens qui m'entourent, ou peut-être les gens qui me connaissent par ailleurs, moi c'est vrai que mon sujet, c'est la question du rythme. Et puis, cet aspect un peu rythmologie.
Donc en fait, la rythmologie, donc en fait, elle concourt un petit peu à cette. Bon, le dernier rapport du GIEC était assez clair là-dessus. Donc en fait, ce qui peut nous aider très fortement dans notre transition, c'est la frugalité. Bon. Donc là, on est plutôt sur des aspects donc comportementaux, de choix individuels, etc. Et puis, ça passe notamment par sortir, on va dire, d'une mobilité un peu tout azimut pour une mobilité, on va dire, un peu plus... alors, ralentie, oui, pourquoi pas, mais pas que. C'est-à-dire que je pense qu'un ralentissement brut et, brut et rapide des formes de mobilité... il faut faire un peu le tri là-dedans. Donc c'est pour ça que la rythmologie elle est intéressante sur l'idée un petit peu de, moi j'appelle ça une choréopolitique, c'est-à-dire de retrouver un peu du sens, faire le tri entre l'indispensable, faire le tri avec la surconsommation de certaines formes de mobilité, par exemple les voyages low cost, par exemple les déplacements tout azimut en voiture, etc. Et faire en sorte aussi de trouver dans la mobilité une forme de plaisir, c'est-à-dire qu'il faut que la mobilité, elle demeure... Alors, mobilité, c'est aussi très largement marqué, d'où la question des rythmes, par une espèce de stress, une espèce de contrainte forte, d'épuisement, etc. Et je pense que c'est important de lutter contre ça. Et on a les outils pour lutter contre ça. Avec des retours à des formes de proximité, la question du télétravail, bon, j'ai critiqué au début, mais qui est quand même un enjeu. Et donc, il y a une question de retourner, effectivement, d'être un peu plus, de se faire un petit peu plus plaisir sur les formes de mobilité et prendre le temps de se déplacer aussi. C'est-à-dire que un voyage en train, c'est pas forcément qu'une contrainte, c'est aussi un déplacement qui peut être vécu comme intéressant et en plus durable. Retrouver aussi des formes de proximité dans nos activités de loisirs, c'est-à-dire que le plaisir du dépaysement, typiquement, il n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Il est peut-être dans un autre canton. Ou à côté en France voisine. Ouais. Donc il y a une espèce de rationalité à retrouver autour de ça, mais qui est attachée à des formes de rythme et d'intensité, mais aussi d'un retour à une certaine maîtrise du temps. C'est-à-dire que la maîtrise du temps, c'est-à-dire de pouvoir retrouver un agenda, c'est-à-dire pas retrouver un agenda, mais retrouver la maîtrise de son propre agenda est un facteur absolument incroyable, je pense, de changement. De dire que là, j'ai un quart d'heure où je peux décaler un peu pour pouvoir prendre le train, ou pouvoir ne pas prendre la voiture, etc. Parce que la voiture, c'est l'outil, central de ça. C'est-à-dire que la voiture, c'est l'objet le plus important pour résoudre l'équation spatio-temporelle de la vie quotidienne. Alors pour dire ça sous un format de recherche, mais en fait, c'est ce qui permet de concilier au mieux nos différentes tâches de la vie quotidienne. Parce que c'est rapide dans certains cas, c'est un côté pratique parce qu'on peut charger des choses, on peut combiner plusieurs motifs, déposer les enfants, faire des courses, etc. Et en fait, c'est très lié à des questions de gestion de temps. Donc si on arrive un peu à décaler ses horaires de travail, quand c'est possible, c'est pas toujours le cas, et qu'on arrive un petit peu à abaisser un peu le niveau d'activité, parce qu'il y a ça aussi qui va avec, c'est-à-dire que la mobilité, le renforcement de l'accessibilité est intéressante. Par contre, elle démultiplie aussi les opportunités de faire des activités. Donc on va rentrer dans l'agenda, la nature a horreur du vide, donc on va rentrer dans son agenda un peu plus d'activités qu'il va falloir réaliser. On va s'engager, on va faire des activités sociales, de sorties, de loisirs, etc. Et ça va contribuer à hausser un peu le rythme. Et c'est peut-être autour de là qu'il faut trouver des réflexions et des solutions pour retrouver une chorégraphie un petit peu plus aisante dans nos vies quotidiennes. Voilà. Bon, écoute, je pense que je vais mettre le livre évidemment en description. On touche du doigt quand même Hartmut Rosa. Allez, on va inclure un peu Hartmut Rosa là-dedans. C'est quoi? C'est Résonance? Résonance, ouais. Bon, il y a une série. Il y a une série. Résonance, c'est le dernier, je crois. Peut-être qu'il y en a eu un, je sais plus, depuis, mais... Ouais, c'est plutôt facile, je pense, Résonance, comparé à d'autres, mais voilà. Je sais pas qui est le plus dur. Non, mais l'accélération sociale, les deux premiers, le critique et théorie, ils sont faciles d'accès, je pense. Résonance, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est retrouver un sens dans la vibration des vibrations de la vie, quoi. Et puis, autour des rythmes. En fait, le rythme, il est intéressant parce que d'un côté, ça peut être un bouclier. C'est-à-dire qu'à évoluer à haut niveau de rythme, etc., ça nous permet des fois de ne pas voir, d'être un petit peu dans une espèce de tunnel, comme ça. Et puis, pas assez de rythme, c'est l'ennui. Donc moi, par exemple, dans la quête de mes recherches personnelles, c'est quel est le bon rythme, quoi. Et ça, c'est pas trop vite,
mais pas non plus trop bas, parce qu'on renvoie aux questions de solitude, etc. Il y avait, un chercheur qui s'appelle Bernard Millet qui disait sans rythme, pas de vie. Donc voilà, il faut retrouver du plaisir dans cette chorégraphie de la vie quotidienne, quoi. C'est important, il ne faut pas que ce soit que du stress. Il faut qu'on nous donne des marges, en fait, de potentiel de changement, quoi. Et ça passe par pouvoir retrouver une certaine maîtrise de son temps. Voilà. Ben voilà, on a fait un large tour depuis la mobilité, les transports, Genève, mais aussi une réflexion philosophique de la vie. Merci beaucoup Guillaume d'être passé au podcast Modus. C'est un plaisir, merci à toi. Puis, voilà. À bientôt pour le prochain épisode.